Ça y est? C'est bon, ça. Ça y est, on est filmé. Donc, Virginie Alzard, j'ai créé l'entreprise Ethicadour tout récemment, suite à une quinzaine d'années d'expérience dans les systèmes de management qualité, sécurité, environnement, afin d'accompagner. Alors, ma particularité, c'est d'accompagner en temps partagé des TPE, PME dans le domaine management qualité, sécurité, environnement. Voilà, donc m'adapter sur des petites structures et donc aller plutôt vers des systèmes intégrés qualité, sécurité, environnement de fait de mon expérience. Pour cela, je fais partie d'un réseau de qualiticiens, on va dire, labellisé TPE, PME qui se monte en France. J'assure aussi des formations, évidemment. Mon objectif est de transférer mes compétences de façon à ce que la PME puisse ensuite être complètement autonome. Donc formation soit du dirigeant ou du pilote interne à la démarche qui n'a pas forcément les connaissances initiales. Pour les aspects sécurité, je suis notamment reconnue IPRP, intervenant prévention des risques professionnels par la Directe Aquitaine. J'interviens aussi à l'IUT de Bayonne dans le cadre des formations génie industriel et maintenance et au sein de la licence professionnelle écologie industrielle où là je forme des jeunes étudiants que j'essaye de motiver aux enjeux de l'avenir. Et ensuite, je peux réaliser des prestations de conseil, mais sachant que ce n'est pas ma vocation première, ponctuellement, on va dire, pour faire réfléchir les dirigeants, ou alors, une fois que le système est bien en place, pour apporter un regard extérieur au système d'organisation. Donc, j'ai construit ce diaporama pour vous présenter ce qu'étaient les normes de management, parce que je ne savais pas qui allait venir et quel était le niveau d'information. Normes de management qui peuvent être certifiées. Donc, normes de management qualité, sécurité, environnement ont évidemment des points communs. Donc, le système qualité, lui, va être orienté vers le client. Sa vocation première, satisfaire son client. Les premières entreprises qui ont été certifiées en France ont été sur des systèmes qualité de par des exigences de clients. On parle beaucoup notamment de la norme ISO 9001. Et ensuite de tous ces dérivés en fonction des secteurs d'activité. Les systèmes qualité se focalisent sur le respect du contrat, des cahiers des charges avec le client. Les systèmes de management sécurité santé au travail, eux, concernent la protection, la satisfaction du personnel et des autres parties intéressées. Donc on entend sous autres parties intéressées, notamment tout ce qui est représentant du personnel, délégués, CHSCT notamment. Le système environnement, donc la sécurité et la santé, ce n'est pas des normes ISO, ce sont des normes OHSAS 18001 ou ILO, et l'environnement, norme ISO 14001, qui, elle, vise à ce que l'organisation ait le moins d'impact possible sur l'environnement, impact le moins possible ses parties intéressées, dont le voisinage, la commune en particulier. Donc, quels sont les points communs de ces trois systèmes ? Ils sont tous les trois centrés sur la roue de Deming, qui a 4 parties. La partie planification, donc je prévois mon organisation. La partie d'où faire, en respectant ce que l'on a planifié au préalable. Check pour le contrôle, donc on va mesurer, on va prouver que ce qu'on met en place est suivi. Et ensuite, l'amélioration, donc on agit, on améliore. Sachant qu'une entreprise qui s'engage vers ces systèmes-là, qui peut d'ailleurs viser une certification, va commencer à un niveau donné et doit s'engager à évoluer, à s'améliorer dans le temps. D'accord ? Elle n'est pas forcément parfaite lorsqu'elle est certifiée la première année. Donc on va décomposer chaque quart. Donc la planification déjà va reposer sur l'analyse des risques de l'organisation. Donc risque évidemment sécurité, puisque déjà c'est une obligation réglementaire depuis 2001 d'établir son analyse des risques professionnels. Risque sur l'environnement, quelles sont mes activités qui ont un impact sur l'environnement et à quel niveau, à quel degré. Mais aussi analyse
de ces risques qualité, c'est-à-dire de non-conformité produit ou d'insatisfaction client. Sachant que la norme ISO 9001 n'a pas des exigences très poussées sur l'analyse des risques qualité, contrairement aux deux autres normes, accès, environnement et sécurité. Il faut aussi identifier ces exigences applicables. Donc on entend par exigence évidemment tout ce qui est exigence client, mais exigence aussi partenaire, comme par exemple des assureurs, et exigence légale, exigence relative au territoire. Donc par exemple, si je suis dans une zone Natura 2000, eh bien évidemment, je vais devoir prendre en compte les règles relatives à cette zone Natura 2000. Je dois planifier mes activités. Donc l'avantage d'un système de management, c'est qu'au début, on va se poser et on va réfléchir à notre mode de fonctionnement. Est-il optimum? Est-il adaptable au regard notamment des autres pratiques, des demandes de nos clients ou nos parties prenantes actuelles et des demandes à venir? Donc on va déjà commencer à identifier ces processus clés et à les planifier dans le temps. On va demander aux dirigeants d'établir sa stratégie, donc par voie écrite, et de la communiquer. Donc savoir où il veut aller et informer évidemment ses salariés. Donc ça va être vraiment très important dans une démarche, parce que ce n'est pas forcément une évidence de savoir dans une entreprise où on veut aller. Alors dans l'année, ce qu'on va faire, on le sait, à 3 ans, c'est plus facile, à 5 ou 10 ans, c'est déjà plus difficile. Donc ça, c'est un élément très fort des systèmes de management qualité, sécurité, environnement. À partir de ces 4 données d'entrée, on va définir un programme d'amélioration. Ce programme va être adossé à des objectifs et cibles, qui permettra notamment d'évaluer l'efficacité du système mis en place. La partie réalisation va débuter notamment par la formation, donc formation du dirigeant s'il a besoin, formation du pilote de la démarche ou de l'équipe d'encadrement et sensibilisation de l'ensemble du personnel. Il ne faut pas uniquement dire au personnel voilà, on va mettre en place un système de management, déjà il ne va pas trop savoir ce que c'est, ou alors je veux me certifier, il va falloir lui expliquer pourquoi. Il va falloir notamment lui expliquer quelle est la politique et où veut aller l'entreprise. Donc ça peut donner un coup de boost dans la motivation des salariés de l'organisme. On va s'engager à communiquer en interne, en externe aussi, nos résultats. On va devoir gérer la documentation. Alors, je vais m'arrêter un petit peu sur ça. Les normes, notamment la norme ISO 9001, avaient une mauvaise réputation de créer énormément de documentation. Il faut savoir qu'il n'y a que 6 procédures ou 6 thématiques de procédures obligatoires, ce qui est très faible. Donc, il faut vraiment adapter la documentation à ce qui est strictement nécessaire, d'accord ? C'est-à-dire écrire ce qui est nécessaire pour former le personnel, pour remplacer du personnel, pour maîtriser les risques, mais il ne faut pas vouloir tout écrire, d'accord ? Et ça peut être écrit de façon simple. Il faut voir la documentation comme utile. Si on a un document concret qui n'est jamais utilisé, on peut le supprimer. On va mettre en place ce qu'on a défini, donc on va maîtriser ces activités, notamment par la maîtrise opérationnelle nécessaire pour prévenir les risques sécurité et environnementaux. Et aussi, point intéressant, on va gérer les situations d'urgence. C'est-à-dire qu'en fonction de notre analyse des risques, on va regarder quelles sont les situations que l'on doit définir pour éviter d'avoir un impact soit sur notre client, sur l'environnement ou la sécurité. Et ça, si on ne met pas en place un système de management, ce n'est pas forcément une évidence. D'accord ? Donc, par exemple, sur un site de production, si on a un équipement qui est très sensible, s'il est en panne, on ne peut plus livrer le client, par exemple, et il va falloir établir un plan de continuité d'activité. D'accord ? Alors, ce n'est pas ce qui est dit exactement dans la norme, mais on doit établir les situations d'urgence, en tous les cas pour la partie environnementale et sécurité, et on peut le dupliquer après en matière de qualité. La partie contrôle. Donc, pour prouver qu'on va s'améliorer, évidemment, on va devoir surveiller ses activités et sa performance, notamment par l'intermédiaire des indicateurs que l'on aura définis pour suivre notre programme d'amélioration et des cibles qui auront été établies. Donc, pour prouver que dans le temps, ce que l'on a mis en place est bien utile. On va gérer nos non-conformités, donc évidemment, retour d'insatisfaction de clients, mais aussi non-conformité en matière de rejet, accident de travail, etc. On va capitaliser ces retours d'expérience, on va pouvoir mettre en place des actions correctives, voire des actions préventives.
Les systèmes de management ISO demandent aussi à ce que l'on audite en interne ses activités, donc par l'intermédiaire d'une équipe d'auditeurs internes formés à cet effet. Donc ça c'est pareil, c'est un point très positif. Ça va permettre aux auditeurs, sur le principe, on espère, du volontariat, de pouvoir aller voir dans les autres services comment on fonctionne et de favoriser aussi la communication, de mieux se comprendre entre clients internes d'activités ou de processus. Et donc ça peut permettre une certaine transparence, un certain dialogue et d'apaiser des fois des tensions. Et dans la partie amélioration, donc là je vous ai parlé des actions correctives et préventives. Donc correctives pour éviter qu'une anomalie réapparaisse, ou préventive, encore mieux. J'imagine que je risque d'avoir un souci, je mets en place des actions de prévention. On va analyser toutes les données qui sont dans le système, notamment pour réaliser une revue de direction qui est souvent annuelle, mais c'est pareil, ce n'est pas les normes qui le précisent. Donc toutes les données de ce qui s'est passé, les évolutions réglementaires, évolution de nos clients, nos indicateurs, nos taux de satisfaction de nos parties prenantes, dans l'objectif de revenir sur la planification, d'établir un nouveau programme, et là on reboucle et on s'améliore petit à petit. Alors les normes de management, ça sert à quoi ? Alors pour moi, on le décompose en 4 thématiques. Ça va servir à maîtriser les risques, à communiquer, à améliorer la performance et à développer l'organisation, développer l'organisme. Alors maîtriser les risques, donc on va diminuer forcément les sources d'insatisfaction, puisqu'on va définir un mode de fonctionnement opportun. On va énormément structurer l'organisation et l'entreprise, et donc on va s'engager notamment à des délais de réponse, à des réclamations. Progressivement, on va avoir des taux d'insatisfaction qui vont diminuer. On va pouvoir aussi viser ensuite, au-delà d'un taux de satisfaction de nos clients, un taux de fidélité. On va prévenir les risques sécurité et santé au travail par vraiment l'animation de ce document unique, donc cette analyse des risques professionnels obligatoire. Aujourd'hui, le Code du travail définit énormément de choses. Ceci dit, l'appliquer, ce n'est pas non plus évident tellement il est lourd, on va dire. Et donc, un système de management sécurité et santé au travail peut aider à la mise en place du Code du travail. Réduire les impacts environnementaux, puisqu'on va faire une analyse qui va nous permettre de coter nos impacts, et donc on va cibler les actions en fonction de nos impacts les plus importants, dits impacts significatifs. Et par voie de conséquence, on va aussi limiter les risques sociaux et financiers. Donc risques sociaux, notamment parce que ces systèmes incitent au dialogue, et risques financiers, parce que quand on fait de la prévention environnementale, on réduit ses coûts de gestion environnementale, et parce que aussi on va diminuer notamment ces accidents du travail et donc les coûts associés. À partir du moment où on aura mis en place une organisation efficace, on va aussi évidemment améliorer la productivité de l'entreprise. Alors la communication par une garantie de transparence des résultats, même si ces normes, contrairement à d'autres normes, par exemple EMAS, n'obligent pas pour l'ISO 14001 à communiquer en extérieur, puisqu'on a l'outil pour le faire, pourquoi ne pas en profiter, pour créer un climat notamment de confiance avec le voisinage, avec les élus. Donc ça c'est d'autant plus important sur des installations à risque environnementaux importants ou à risque sécurité, comme notamment des installations Céveso. Comme je vous l'ai dit, on va améliorer la communication interne. Généralement, ces systèmes de management voient pour conséquence des journaux internes, des tableaux de bord qui vont être affichés, des boîtes à idées qui garantissent l'amélioration. Donc tout ça permet de faciliter la transparence en interne. Et on va aussi préserver son image ou sa marque. D'accord ? Donc tout cela dans le but d'éviter d'avoir un gros problème un jour qui pourrait notamment être médiatisé. L'amélioration de la performance, on va être habitué avec ces systèmes de management à surmonter les obstacles. Donc tout est perfectible, nul est parfait, c'est inscrit dans les systèmes de management, l'obligation d'amélioration continue. Donc quand il y a un problème, ce n'est pas grave, on se concerte juste pour essayer d'être le plus efficace possible et pour l'améliorer le plus rapidement, pour le résoudre le plus rapidement possible. On va réduire ses coûts, donc ça je disais notamment lié à la maîtrise des risques. Ça va nous permettre d'être réactifs,
notamment en cas de situation en marge dégradée ou de situation accidentelle, situation d'urgence. Vu qu'on aura réfléchi en amont sur les modes opératoires, le jour où l'incident arrive, on sait tout de suite comment réagir. Et on va aussi notamment réfléchir à la communication avec la presse. Ça prend. Et donc quand on l'a anticipé, ça se gère très très facilement. Et on va améliorer le suivi des indicateurs aussi par ces systèmes de management. L'objectif étant d'avoir des indicateurs aussi bien financiers que environnementaux ou sociaux. Ces systèmes vont garantir un développement. Donc, les normes ISO 14001 et OH 18001 demandent à ce qu'il soit réalisé une veille réglementaire. Évidemment, pour la partie qualité, il faut aussi veiller aux obligations réglementaires relatives aux produits. Ça va permettre à l'entreprise d'anticiper, d'accord ? Et ça peut être un levier notamment de croissance verte quand on se sert de la veille réglementaire environnementale pour améliorer ses services, prestations ou produits. Ça va donc encourager l'innovation et permettre un développement très sereinement puisqu'on aura structuré l'entreprise pour le faire. Alors, au-delà de nos parties intéressées, clients, salariés pour la sécurité, voisins, État, collectivité pour l'environnement, un système de management peut très bien être un outil de mise en place d'une stratégie de développement durable et de responsabilité sociétale des entreprises. Puisque ça va être facile de toucher les fournisseurs. L'ISO 9001 d'ailleurs les associe à la démarche. On doit évoluer nos fournisseurs s'ils sont capables de répondre à nos demandes toujours pour satisfaire notre client. Mais au-delà, on peut aller un petit peu plus loin et discuter avec nos fournisseurs pour vraiment créer une relation vraiment gagnante-gagnante. On a aussi les actionnaires qui ne sont pas pris en compte dans les trois systèmes de management qualité, sécurité, environnement et qui sont les seuls en réalité qui sont exclus et qui peuvent être aussi pris en compte dans ces systèmes. Il n'y a pas besoin de créer d'outils supplémentaires. Ces systèmes permettent d'appréhender et d'intégrer notamment la norme ISO 26000 sur la responsabilité sociétale des organisations. Avec au centre toujours la gouvernance, donc le pilotage de l'entreprise, et son organisation, puisque c'est la première vocation des systèmes de management. Alors, quels sont les prérequis d'un système de management ? Alors, j'en ai mis 3, peut-être que vous en verrez d'autres. Le premier, c'est l'implication de la direction. Si on n'a pas une direction impliquée, ça va être un petit peu du gâchis de mettre en place un système de management, puisque ça va prendre du temps, ça va mobiliser les ressources internes. Il est difficile de mettre en place une certification en moins d'1 an, ou alors sinon c'est pas très très sérieux. Donc il faut que la direction y croie fondamentalement, et il faut qu'elle soit aussi très claire dans ce qu'elle veut faire de l'entreprise à moyen terme. Donc sans cela, évidemment, les salariés seront obligés de suivre s'il y a une vocation d'être certifié, mais ensuite ça risque de vraiment bien diminuer la motivation, de remonter un peu avant l'audit, etc. et de faire un mouvement oscillatoire. Il est obligatoire aussi de définir un pilotage de la démarche, d'identifier un pilote pendant la mise en place du système, mais aussi après, pour le faire vivre. Donc ça peut être effectivement un responsable qualité, sécurité, environnement, ça peut être aussi un responsable de production, il n'y a pas d'exigence particulière là-dessus. Ce pilote, évidemment, il faudra le former aux exigences des normes. Et ensuite, il faut partir pour savoir où on va sur la réalisation d'un audit initial par rapport au référentiel normatif pour se rendre compte un petit peu du travail que l'on a à réaliser et notamment aussi des investissements. Puisque en matière de sécurité, si on a tout notre parc machine qui est non conforme, il faut vraiment se rendre compte de ce que ça peut avoir comme impact financier pour l'organisation de s'engager dans un système de management et surtout de certification derrière. Sachant que, comme j'ai dit au début, on démarre sur un point donné, mais il faut être sûr qu'on ait les moyens quand même de ces ambitions. Alors, quelles sont les contraintes ? Alors déjà, je vous ai dit, il faut une motivation du dirigeant, il va falloir aussi une motivation des troupes derrière. Les salariés, ça ne va pas être forcément très compliqué de les motiver. Alors surtout si on leur parle d'environnement, c'est dans l'air du temps, c'est peut-être le sujet le plus facile pour mobiliser. La qualité, c'est quand même la logique puisque c'est ce qui va faire vivre l'entreprise. La sécurité, c'est des fois un petit peu plus ardu.
puisque quand on a des salariés qui vivent au milieu de risques ou de dangers, pour leur équilibre psychologique, ils vont avoir tendance à les nier. Donc, bon, là, on comprend bien que c'est bien d'agir pour leur santé, mais au niveau implication au quotidien, ça va pas être si simple que ça. Il faut, par contre, ah oui, donc les salariés, pour moi, c'est pas le plus gros problème de la motivation. Ce qui va être plus compliqué, des fois, c'est de motiver l'encadrement, puisque ces démarches vont quand même inviter au changement. Et donc, va forcément impacter l'encadrement. D'accord ? Donc, c'est des fois plutôt dans l'encadrement qu'on peut avoir des récalcitrants à la démarche. L'implication du groupe de projet, évidemment. Donc, pour l'impliquer, il faut lui expliquer, il faut le former, il faut aussi lui allouer les moyens nécessaires à la mise en œuvre, pour pas qu'il soit en saturation complète de travail, et aussi de suivi, pour que ce soit pérenne dans le temps. La gestion documentaire, donc ça je l'ai dit tout à l'heure, elle doit exister. Il faut la voir de façon la plus minimaliste possible. Donc ça c'est mon opinion, mais des fois quand on a des systèmes qualité qui s'essoufflent, c'est parce que c'est très très lourd de faire vivre la documentation, d'avoir tout le temps la documentation à jour, et si c'est le cas, c'est que c'est pour moi trop lourd, d'accord ? Bon, sachant qu'on doit faire une revue documentaire annuelle, donc voilà, si notre documentation est pas à jour à l'instant T, c'est pas dramatique en soi. Et ensuite, une contrainte, c'est que le retour investissement n'est pas forcément immédiat. Bon, il peut être assez rapide pour la gestion des impacts environnementaux, mais il va falloir compter quand même 3 ans pour vraiment arriver à avoir le retour sur investissement. Alors tout à l'heure, on parlait aussi de l'intérêt avec Ramucho pour les clients. Est-ce que d'être certifié, ça va nous amener plus de clients ? Ça aussi, c'est une question. Ça va peut-être ne pas être certifié, peut-être nous permettre de ne pas en gagner de nouveau, mais bon, à voir. Ça, c'est une discussion qu'on pourra avoir tout à l'heure. Alors, la certification, pourquoi pas ? En général, les entreprises qui ont mis en place des systèmes de management déjà qualité l'ont fait sous la demande, sollicitation, voire la contrainte de leurs clients. Donc là, je parle notamment du secteur automobile. Ils ont été contraints de se certifier. Donc, ça va permettre de parler d'un dialogue commun avec nos clients, d'accord ? Un client qui est certifié, l'entreprise certifiée, on sait comment on est organisé. Ça permet de donner confiance et aussi de garantir une certaine efficacité et réactivité. C'est une garantie d'amélioration continue, d'évolution. D'accord ? Donc même par rapport sans parler des insatisfactions de clients, mais par rapport aux attentes futures, ça permet aux clients de se dire que l'entreprise peut se préparer à des évolutions dans les cahiers des charges, etc. Ça va permettre de responsabiliser, de mobiliser. Les certifications permettent d'avoir des échéances. D'accord ? Donc une fois qu'on a le diplôme, entre guillemets, on va avoir un audit annuel. Donc là, c'est ce qui va permettre aussi, notamment au niveau des récalcitrants, de maintenir le système en état, on va dire. Ça va permettre d'apporter une vision externe, donc par l'audit de certification, l'auditeur va pouvoir aussi, par ses pistes d'amélioration, vous donner des idées de meilleures pratiques qu'il a pu observer ailleurs. Et donc ça peut être une plus-value importante d'audit de certification. Et ça va garantir aussi la pérennité de la démarche. Pour le dirigeant, c'est plus facile de mettre en place un système de management certifié parce qu'il a toujours la pression annuelle qui tombe pour garder le niveau. D'accord ? Les contraintes. Alors les temps d'audit, puisque selon la taille de l'entreprise, effectivement, il y a un temps d'audit annuel qui peut être d'un seul jour à plusieurs, une semaine, 2 semaines pour des multisites. Il y a aussi le temps de préparation d'audit, c'est-à-dire que si le système n'est pas vraiment intégré au quotidien des troupes, il va falloir avoir un petit temps de mise à jour. Et pour moi, ça, c'est pas un système dans le coup qui est efficace et qui se sert de la roue de Deming à son optimum. On va avoir un coût annuel aussi de la certification.
Donc est-ce que ce coût, est-ce qu'on observe un retour sur investissement? Et pour moi, est-ce qu'une fois qu'on est engagé dans la certification, on peut revenir en arrière? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut arrêter une certification? Aujourd'hui, il y a des groupes qui le font, qui mettent en place des référentiels internes. Il faut être très vigilant sur l'implication